Et donc, nous aurons l'intervention d'Aude Lejeune en visioconférence que je vais présenter dans une minute. J'invite donc à la table Mélanie Villiers et Barbara Thomas-David qui est là-bas. Très bien. Delphine Chauffour reste avec nous. Très rapidement, Aude Lejeune est directrice de recherche au CNRS en sociologie à l'Université de Lille, au Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Ces recherches portent beaucoup sur les inégalités dans l'accès aux droits et à la justice en matière de travail, santé, handicap. Mélanie Villiers, vous êtes rapporteure générale adjointe à la section des études de la prospective et de la coopération, ça a changé de nom, excusez-moi, c'était le rapport auparavant, du Conseil d'État, qui, sauf erreur de ma part, n'a jamais été vice-présidée par une femme encore, contrairement au témoignage de monsieur sur la République démocratique du Congo. Vous avez exercé pas mal de fonctions aussi dans le domaine de l'action régionale auprès de pas de collectivités locales, mais côté État, au ministère de l'Intérieur ou à la Commission européenne et en préfecture. Et donc, vous avez participé au rapport 2023 du Conseil d'État sur le dernier kilomètre. Et donc, on vous a demandé d'intervenir sur l'usagère du premier au dernier kilomètre, qui n'était pas forcément une approche très importante dans le rapport. Barbara Thomas-David, merci de votre présence. Vous êtes notaire à Paris et vous avez fondé et vous présidez actuellement l'association Notaires au féminin. Je fais des présentations assez brèves pour pouvoir donner tout de suite la parole en visioconférence à Aude Lejeune. Vous avez la parole. Merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Et est-ce que vous voyez mes diapos derrière vous? J'ai l'impression que oui, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Ok, super. On le voit. On voit le diaporama. Oui, j'aimerais. Oui, ça va, c'est parfait. Tout d'abord, un tout grand merci à l'URDJ de m'avoir invité à participer à cette journée d'études dont le thème m'intéresse énormément toutes mes excuses de ne pas pouvoir être avec vous en présentiel et de pouvoir partager ces moments informels entre les différentes sessions. Ça m'aurait bien plu, mais c'était compliqué à mettre en place. On m'a demandé d'intervenir sur la question des femmes justiciables. Pour vous resituer un petit peu, donc ma communication traite des inégalités de genre dans le recours au droit. C'est une communication qui est tirée d'une recherche que j'ai menée sur les recours au Conseil des prud'hommes par les salariés du secteur privé en France, qui est une recherche que j'ai d'abord menée auprès de salariés en procès, donc en rencontrant des salariés qui étaient en train de faire l'expérience d'un procès, donc en les rencontrant à différents moments de leur procédure. Mais il m'a semblé qu'il était aussi important d'aller en dehors des tribunaux pour étudier les rapports au droit et à la justice des salariés, notamment pour rencontrer tous les salariés qui ne saisissent pas la justice alors qu'ils vivent aussi des situations qui pourraient faire l'objet d'un procès, ce qui s'inscrit dans le prolongement de travaux, notamment américains sur la construction des litiges, dont ceux que je cite là, Abel, Festiner et Sarrat, qui montrent bien qu'il y a plein de conditions nécessaires pour qu'une injustice soit portée devant le tribunal. Donc mon objectif dans cette enquête, c'était de comprendre qui saisit le tribunal et sous quelles conditions, en me focalisant donc sur un contentieux particulier, et de mesurer les différences selon le genre et la classe sociale des salariés, et ce, à différents moments, au moment de la perception des injustices sur le lieu de travail, au moment de la sollicitation ou des premières démarches juridiques, au moment du contact avec un ou une avocate, de la saisine du tribunal, en essayant justement de voir où se jouaient les inégalités d'accès au droit et à la justice. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler plus précisément d'une des parties de cette enquête qui traite justement de l'accès à la consultation juridique et du recours à la consultation juridique, avec un intérêt qui est né en cours d'enquête sur vraiment la question du genre, parce que ça m'est apparu lors de mes observations comme quelque chose d'assez structurant.
Donc, j'ai fait des enquêtes sur le recours à la consultation juridique à la fois dans des cabinets d'avocats, mais aussi dans un bureau de renseignement de l'inspection du travail, donc dans un bureau de renseignement juridique qui informe les salariés et les petits employeurs, mais surtout les salariés, sur le droit du travail. J'ai fait donc des observations, des consultations où des salariés viennent poser des questions à des agents et obtiennent des informations. Et j'ai fait des entretiens avec les agents qui travaillent dans ces services et avec les salariés qui consultaient le service et pour lesquels j'avais pu observer l'interaction avec les agents. Je m'appuie aussi dans le cadre de cette communication sur un questionnaire qui a été administré à 2700 personnes représentatives de la population française sur les expériences de conflit et les rapports à la justice, à l'institution judiciaire. Et je m'interrogerai plus particulièrement sur parmi ces 2700 personnes, sur celles qui sont salariées du secteur privé. J'y reviendrai. Donc, cette communication s'appuie sur un article qui a été publié cet été qui s'intitule Le genre du recours à l'État, usage et effet des consultations juridiques de l'inspection du travail et qui est paru donc dans les cahiers du genre dans un dossier sur les expériences de l'État. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur 3 points qui me paraissent importants dans le temps qui m'est imparti. D'abord sur le public des consultations juridiques, qui est principalement masculin. Puis j'en viendrai à interroger les usages différenciés de cette consultation selon le sexe des salariés, avec un usage plutôt récurrent chez les femmes et un autre chez les hommes. Et j'en viendrai enfin à présenter justement la manière dont cette consultation peut en fait creuser encore davantage des écarts dans la manière dont les femmes et les hommes font valoir leurs droits au travail. Donc, première chose, donc je disais, c'est un public qui est surtout masculin. C'est une consultation juridique qui est donc spécifique, elle n'est pas utilisée par tout le monde et tous les salariés qui rencontrent des difficultés ou qui ont des questions sur leur lieu de travail ne se tournent pas vers l'inspection du travail. Et donc, le service des renseignements, qui est un guichet dans l'inspection du travail, ce sont en très grande majorité des salariés des classes populaires, donc on retrouve massivement des ouvriers et des employés, surtout dans les consultations en face à face. Et c'est surtout des gens qui craignent pour leur emploi, puisque le principal motif de venue, c'est quand les gens sont convoqués à un entretien de licenciement, entendent parler d'une demande de rupture conventionnelle, ou un accident de travail, ou un accident qui pourrait être qualifié comme accident de travail. Et donc, c'est des questions où souvent la poursuite de la relation de travail est menacée. C'est des salariés qui travaillent dans des très petites entreprises, puisque la grosse majorité des usagers travaillent dans des entreprises de moins de 10 salariés. Et c'est majoritairement, ce qui m'intéresse principalement ici, des hommes, puisque 62% des usagers sont des hommes. Alors, ce n'est pas des statistiques nationales, puisque la Directe fait des recensements, mais pas du genre, du sexe des personnes qui se présentent au service. Donc, c'est basé sur les 184 cas que j'ai pu observer. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est que non seulement donc, les hommes venaient plus souvent pour des problèmes qui les concernaient que les femmes, mais qu'en plus, quand les femmes venaient pour des problèmes qui les concernaient et qui concernaient leur travail, elles étaient régulièrement accompagnées de leur époux, de leur conjoint, de leur père qui venaient et qui intervenaient souvent extrêmement activement dans l'interaction pour donner leur avis, poser des questions ou présenter le problème de leur fille ou de leur femme. C'est ce qui m'a interpellée parce que dans la plupart des travaux sociologiques sur les autres guichets de l'État, on montre que les femmes sont largement plus investies que les hommes dans les démarches administratives, comme l'a notamment montré Yasmine Ciblot. Et donc, ça m'a interpellée. J'ai essayé d'expliquer ces différences. 2 facteurs me semblent expliquer justement cet investissement plus fort des hommes. Le premier, c'est que les hommes perçoivent plus souvent des situations de travail comme des injustices que les femmes. Donc ça, c'est ce qui ressort de l'enquête par questionnaire. Donc sur les 1290 salariés du secteur privé de l'enquête, on voit que 45% des salariés
masculins estiment avoir déjà fait l'objet d'un conflit ou d'une injustice au travail, contre 36% des femmes. Ce que je montre, mais je n'aurai pas le temps de développer, c'est que ça ne veut pas forcément dire que les gens ont été moins souvent confrontés avec des injustices, mais qu'il y a une plus grande propension à considérer ces situations comme des injustices chez les hommes que chez les femmes. La deuxième piste d'explication de cette présente, du fait qu'il y a plus d'hommes qui viennent pour poser des questions concernant leurs problèmes au travail, et que, comme je le disais, c'est souvent quand la relation de travail est menacée que les personnes se rendent à l'inspection du travail. Et le salaire des hommes, ça a déjà été démontré par beaucoup d'autres travaux, est davantage considéré comme une ressource financière essentielle qu'il faut protéger. Et donc, j'aimais ça comme autre critère d'explication des différences. Ce qui m'intéressait donc aussi à côté de ça, c'était de voir finalement, au-delà du fait que les hommes viennent plus, est-ce qu'ils utilisent la consultation de manière différente que les femmes. Ici, je reprends deux cas de deux salariés qui sont deux cas qui permettent d'illustrer des façons différenciées de venir à la consultation juridique et de se l'approprier, et qui sont en fait assez révélatrices. Ces deux cas sont assez révélateurs plutôt de façons différentes de faire valoir leurs droits qu'on retrouve chez beaucoup de salariés qui se présentent à la consultation. Donc, c'est des noms fictifs. Donc, j'ai un enquêté, Fabrice Ourier, qui a 47 ans, qui est couvreur dans une entreprise depuis 23 ans et qui va être déclaré inapte à son poste parce qu'il a des douleurs persistantes au genou. Et donc, il a sollicité son syndicat, il a sollicité ses collègues. Il vient extrêmement bien renseigné sur ses droits et il vient en fait vérifier que ce qu'il a comme information est exact auprès de l'agent. Il dit d'emblée qu'il veut se battre, que son patron va essayer de l'avoir et qu'il ne se laissera pas faire, que s'il faut, il ira jusqu'au prud'homme, puisque de toute façon, tout le monde dans son entreprise finit au prud'homme. Roselyne Lebrun, c'est une autre salariée, elle a 46 ans, elle est aide ménagère chez une infirmière depuis 17 ans. Elle craint d'être licenciée sans préavis parce qu'elle a une amie qui travaillait chez le frère de sa patronne qui a été licenciée sans préavis et elle se dit que ce n'est pas tout à fait normal. Mais elle ne se souvient pas du tout d'avoir signé un contrat de travail, ne sait pas du tout ce qui stipulait et ne sait pas combien d'heures étaient prévues dans le contrat initial. Donc, elle est beaucoup moins revendicatrice et elle est beaucoup plus hésitante pour savoir quels sont les droits qu'elle peut faire valoir. Ces deux cas me paraissaient intéressants parce que, donc, je disais, ils révèlent des tendances plus générales que j'ai pu démontrer plus en détail dans le papier écrit. Mais la première différence, c'est le nombre de démarches juridiques entreprises. Les hommes entreprennent donc souvent plus de démarches, sollicitent davantage de services différents. Donc, leurs collègues, un syndicat, des services juridiques, des avocats. Alors que les femmes qui viennent à la consultation juridique de l'inspection du travail, c'est souvent leur première démarche et parfois la dernière. La deuxième grande différence, c'est les attitudes, puisque les hommes se montrent beaucoup plus vindicatifs, ils politisent davantage les rapports entre les salariés et les employeurs, ils parlent plus en termes de nous et eux, eux les patrons, nous les ouvriers. Certains me disent qu'ils sont des pions, qu'il faut être attentif à ça, etc. Donc, il y a une façon aussi de parler du problème qui n'est pas du tout la même. Les salariés femmes ont plutôt justement sont plus hésitantes à parler de conflits, de différends ou à marquer des écarts entre les patrons et les salariés. Une piste d'explication de ces usages et ces différenciés, c'est les conditions de travail des salariés des classes populaires dans le territoire de mon enquête. Dans ce territoire et dans les classes populaires de manière générale, les femmes travaillent plutôt dans des plus petites entreprises, dans les services d'aide à la personne, dans l'hôtellerie, le commerce. Elles ont des relations beaucoup plus interpersonnelles avec leur employeur ou leur employeuse. Elles perçoivent moins de tensions et elles ont des contrats souvent plus précaires qui les écartent finalement de formes de revendication. Elles sont moins syndiquées. Enfin, il y a plein de variables qu'on peut comme ça mettre en évidence et qui expliquent des formes d'attitudes différenciées et d'usage différencié de la consultation.
Je disais, ça participe à creuser des formes d'écart et donc le recours à la consultation juridique qui est créé pour permettre justement à tous les salariés de faire valoir leurs droits et à faire appliquer le droit du travail dans les entreprises, finalement creuse les écarts entre les hommes et les femmes. Et il faut comprendre ça en portant attention à l'éthos professionnel des agents de ce service. C'est des agents donc, qui valorisent très fortement leur devoir de neutralité en estimant qu'ils sont des agents d'un service public et donc ils doivent vérifier et faire en sorte que le droit du travail s'applique dans les entreprises. Mais ils ont aussi un très fort investissement vis-à-vis des usagers. Ils se définissent comme des personnes qui doivent se mettre au service des usagers, qui sont donc en très très grande majorité des salariés. Et ils estiment qu'il faut répondre aux demandes des salariés. Et parfois, donc officiellement, leur rôle, c'est de faire de l'information juridique, donc sans aller jusqu'au conseil. Et pourtant, souvent, ils vont bien au-delà en essayant justement d'apporter des informations qui sont pertinentes pour les salariés et donc qui sont adaptées aux demandes qui sont formulées par les salariés. Or, les salariés viennent avec des demandes au départ qui sont de quitter leur entreprise ou au contraire d'y rester coûte que coûte. Certains viennent avec l'idée qu'il ne faut pas faire de vagues, d'autres qu'il faut absolument saisir la justice. Donc, ils ont des attentes très différentes au départ et les conseils des agents vont dans le sens d'un accompagnement des salariés et d'un conseil pour essayer de les aider dans ce sens. Qu'est-ce que ça produit? Finalement, c'est que les salariés qui souhaitent d'emblée aller en justice, qui se montrent plus vindicatifs dès le départ et qui sont plus informés sur leurs droits quand ils arrivent à la consultation, sont encouragés à aller en justice et sont outillés davantage à la sortie de quand ils sortent du bureau des renseignements pour aller en justice, alors que celles qui sont les plus hésitantes, qui sont majoritairement des femmes, qui connaissent moins bien leurs droits et qui n'ont pas envie de faire de vagues, finalement, se retrouvent plutôt incitées à trouver des voies d'apaisement de leurs conflits en dehors des tribunaux. Tout ceci a des effets sur le recours en justice. Alors, je ne veux pas dire que c'est l'inspection du travail où tout se joue, parce qu'en fait, ce mécanisme, on peut aussi l'observer dans les syndicats, on peut l'observer aussi dans les cabinets d'avocats, même si je le montre dans l'article, ça ne se joue pas de la même manière. Mais ça conduit dans un contexte avéré de déjudiciarisation massive du contentieux prud'homal, puisqu'on est passé de 200 000 affaires par an à 100 000 affaires introduites en 10 ans, donc une diminution de moitié. On voit que c'est une déjudiciarisation qui ne touche pas tout le monde de la même manière, et donc que c'est les salariés. Donc, il y a eu plusieurs réformes successives qui ont conduit à limiter les capacités des salariés à contester un licenciement en justice, et que ces réformes touchent principalement les salariés des classes populaires et parmi ceux-ci, principalement les femmes. Et donc, on voit que l'enquête aussi par questionnaire préface montre que, par exemple, parmi les salariés qui ont vécu une situation jugée injuste au travail, donc qui sont 552 dans l'échantillon, 16% des hommes ont porté cette injustice ou ce conflit en justice, alors que seulement 10% des femmes en ont fait de même. Et si on regarde les statistiques des saisines des conseils des prud'hommes par les salariés, on observe également des inégalités assez importantes entre les hommes et les femmes. Et c'est surtout marqué, en fait, au sein pour les salariés des classes populaires, puisque pour les cadres, par exemple, les différences sont moins marquées. Voilà, je m'arrête ici pour ne pas trop dépasser le temps, mais je reste évidemment très intéressée par tous vos commentaires, vos questions pour la suite. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Aude Lejeune. Vraiment énormément d'enseignements à tirer là, de ces travaux. Donc on pourrait y revenir dans le débat. Je vous passe tout de suite la parole, Mélanie Villiers, donc, pour voir un petit peu quelle approche genrée et quelle conclusion genrée vous pouvez tirer de ce rapport important du Conseil d'État sur le dernier kilomètre. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Alors, certains d'entre vous avaient peut-être entendu Fabien Reynaud dans les ateliers qui était venu présenter l'étude sur le dernier kilomètre du Conseil d'État. Donc, j'espère ne pas répéter ce matin ce que lui vous a dit pour ceux qui avaient assisté aux échanges. Peut-être un mot pour vous dire ce qu'est l'expression dernier kilomètre. C'est un terme qui vient de la logistique et qui désigne concrètement la capacité d'une organisation à acheminer un produit, un service à son client final dans des conditions de délai et de temps et de coût qui soient optimales. Donc on sait appliquer cette question au secteur public pour savoir si l'action publique au sens large atteint effectivement les publics qu'elle vise et les objectifs qu'elle s'est fixés. Donc on a, ce qui était un peu inédit pour le Conseil d'État, renversé le regard habituel qu'on a habituellement. On a ce regard qui va des acteurs publics vers les usagers. Et ben là, on est parti des usagers, on s'est mis à leur place derrière leurs lunettes. Et au demeurant, l'expression n'est pas tout à fait satisfaisante parce que pour les usagers, la notion de dernier kilomètre, en fait, c'est plutôt une question de premier kilomètre. Et donc, on a rebaptisé notre étude en l'intitulant l'usager du premier au dernier kilomètre de l'action publique. Alors, c'est une étude qui s'est nourrie d'un grand nombre d'auditions, de cycles de conférences et qui s'est prêtée pour le Conseil d'État aussi à un exercice de hors les murs. On a fait notre terrain, alors pas du tout de façon aussi scientifique, et on n'aurait pas cette prétention que les scientifiques, mais on s'est efforcé de sortir de nos murs. Et ce que je voulais dire d'emblée, c'est que l'étude n'a pas fait de la question du genre un axe de recherche à proprement parler, parce qu'au fond, notre axe de recherche, c'était d'identifier les obstacles auxquels les usagers, dans leur grande diversité, se heurtent pour accéder à l'action publique, aux services publics, aux politiques publiques. C'est le cas, par exemple, des étrangers auxquels le Conseil d'État a consacré une décision de section importante en 2022 dans l'accès aux services, notamment des préfectures, du fait de la numérisation. L'étude a également évoqué et s'est appuyée beaucoup sur les travaux de la défenseur des droits qui analyse des catégories de population exposées à des risques d'exclusion du service public, notamment d'exclusion numérique. Et la défenseur des droits avait identifié les personnes handicapées, les précaires, les jeunes, les personnes âgées. Mais pour l'exercice finalement de ce colloque ce matin, de cette conférence de ce matin, je me suis prêtée enfin, là, j'ai rebalayé toute notre étude et je me suis dit, au fond, en effet, les usagers sont souvent des usagères. Et qu'est-ce qu'on a écrit et qu'est-ce qu'on a détecté et relevé dans l'étude, dans nos constats sur ces usagères? Elles font souvent les frais de politique ou d'une complexité administrative qui les impacte tout à fait directement. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, dans un premier temps, pas tiré du champ de la justice, mais voilà, on m'a invité à ne pas forcément être uniquement réservé au seul champ de la justice. Quelques exemples de difficultés auxquelles sont confrontés les usagères. Un premier type de difficulté, c'est l'effet de rationalisation des services publics qui a été significatif depuis une quinzaine d'années et qui a pu avoir, et même depuis un temps plus éloigné, qui a pu avoir dans certaines situations un impact particulier sur les femmes. Une illustration, un focus qu'on a donné dans l'étude portait sur les maternités. Depuis les années 70 et pour des raisons absolument légitimes de sécurité des conditions d'accouchement, voilà, qu'on n'a évidemment pas du tout contesté dans l'étude. On est passé de 1400 maternités dans les années 70 à 450 maternités en France en 2020, avec une division par 2 du nombre de lits et donc un taux d'utilisation des lits qui a fortement augmenté. Dans les années 70, un lit de maternité accueillait 23 accouchements annuels, maintenant c'est 49. Et surtout, la durée moyenne de séjour a fortement diminué puisque dans les années 70, on restait 8 jours à la maternité et aujourd'hui, de l'ordre de 4 jours. Et avec des effets de contraste très significatifs selon des territoires. On a des territoires à l'échelle nationale dans lesquels l'accès
aux soins, pour le coup, est très dégradé. Et on a des lanternes rouges, la Nièvre, le Lot, le Cantal, dans lesquels on a eu des retours d'anecdotes de bébés nés dans les VSL des pompiers qui se multiplient. Donc, première illustration, un effet direct de rationalisation du service public sur les femmes. Deuxième illustration d'obstacles qui ont un impact, l'appareil administratif qui fait peser parfois reposer le poids de la complexité sur les usagers. Une complexité qui peut se manifester de différentes manières, alors par des organisations en silo qu'on connaît tous, cette difficulté finalement à se passer le relais sur des situations, et notamment dans les situations de repérage de vulnérabilité. Et c'est vrai par exemple en matière de protection de l'enfance, c'est vrai en matière de violence faite aux femmes. Alors je sais que ce n'est pas le sujet de la matinée, mais là les effets de silo, ils peuvent être dramatiques quand on ne se passe pas les bons relais d'information d'un service à un autre, que ce soit des services de police, de gendarmerie, aux services, enfin aux juridictions, ou même dans le traitement des dépôts de plainte qui se fait par procédure et pas par personne, et qui là aussi peut avoir un impact tout à fait direct sur le public des femmes victimes. Une complexité aussi qui peut dissuader l'usager de recourir à un droit, en particulier dans certains moments de la vie. On a mis l'accent beaucoup sur, au fond, les moments de la vie qui présentent parfois des acuités, des difficultés sensibles, et qui, du coup, rendent les obstacles encore plus importants. On a fait un focus à cet égard sur les pensions de réversion, susceptibles d'être versées au décès d'une personne à son mari ou à sa femme en fonction des droits acquis par l'assuré. Le dispositif aujourd'hui bénéficie à peu près 4 millions de personnes, et en fait 90% de ces bénéficiaires sont des femmes. Et pour autant, le Conseil, la CNAV, donc les instances nationales d'assurance vieillesse, estime que près d'une personne sur 10 ne sollicite pas ses droits. Et donc, on s'est interrogé sur les motifs en fait, de ce non-recours. Et donc, en fait, il y a une multitude de motifs de non-recours. Mais voilà, ça illustre le fait qu'on peut aussi, compte tenu des organisations administratives et des moments de la vie dans lesquels on est, finalement, ne pas recourir à un droit. Et donc ça doit interroger l'administration. Et en pratique, la CNAV, pour y répondre très simplement, nous a expliqué que à Lyon, ils avaient mené une expérimentation hyper intéressante où, dans les 3 jours suivant un décès en particulier d'un homme, ils avaient mené l'expérimentation sur des hommes. Ils appellent dorénavant leurs femmes pour leur dire qu'on sait que la situation est compliquée, qu'elles sont un peu perdues, mais qu'on va les aider dans leur démarche. Et ça fait remonter significativement aller vers le recours au droit. Enfin, dernière illustration d'obstacles qui peuvent avoir un impact direct sur les femmes. Certaines pratiques peuvent conforter des inégalités de genre en projetant des stéréotypes sur les usagers et donc les usagères. Et ça commence dès l'école. Et on s'est appuyé sur des travaux de recherche en psychologie sociale qui ont montré que les stéréotypes de genre qui décrivent les filles comme moins compétentes en maths et en sciences produisent exactement des effets sur les inégalités de genre. Et c'est corroboré par les analyses, les évaluations nationales de l'éducation nationale. En effet, à un niveau globalement équivalent en maths, en CP, entre filles et garçons, les écarts se creusent entre filles et garçons dès le CE1, ce qui a conduit l'éducation nationale à envisager de nouvelles formes de formation des instituteurs et institutrices, professeurs des écoles, professeurs des écoles, pour corriger cet écueil. Et au fond, ils ont développé des systèmes d'intervision, de faire travailler des pairs entre eux pour observer le fonctionnement de la classe et de ces mécanismes de stéréotypes qui se projettent. Voilà, donc au-delà de ces exemples répondant à la question à proprement parler du genre, l'étude en elle-même ne questionne pas la question du genre. Donc, mais ça reste un sujet évidemment intéressant. Et au fond, le constat que fait l'étude, c'est le constat, mais je pense qu'il s'applique aux usagers et aux usagères évidemment en général, d'un fossé qui s'est creusé entre l'administration et les usagers. Et ce constat de ce fossé
il s'explique par le fait qu'il nourrit une forme de crise de confiance très forte. Alors, du coup, je voulais vous donner quelques éléments d'éclairage tirés de l'étude sur quel regard on a porté sur la justice, parce qu'on s'est évidemment beaucoup intéressé au champ de la justice. Et qu'est-ce qu'on en a dit dans cette étude? Alors, d'abord que depuis 2019, la justice arrive dans le top 3 des priorités des Français. Après la santé et l'éducation, c'est ce que dit année après année le baromètre annuel des services publics de l'Institut de l'ouvrier, et qu'avec l'hôpital, la justice est le secteur, le champ d'action publique qui est un peu la lanterne rouge du système, que les usagers considèrent comme étant le service qui fonctionne finalement le moins bien à leur endroit. 77% d'opinions négatives exprimées dans les derniers sondages IFOP à ce titre. Alors, qu'est-ce que nous disent les attentes des justiciables vis-à-vis de cette justice? Parce qu'on s'est du coup interrogé sur le pourquoi de ces questionnements. Et alors là, on s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Sonia Demick-Wagner, que je salue, qui a produit en 2020 un rapport à l'Inspection générale de la justice sur les attentes des justiciables et qui, au fond, montre, donc je vous cite, que les attentes des justiciables ne sont pas d'une évidence, enfin, sont d'une évidence trompeuse. Elle montre en effet que l'aspiration de nos concitoyens est certes une aspiration à une justice plus rapide, moins chère, mais qu'en réalité, leurs attentes, elles sont plus complexes. Et les travaux de chercheurs, notamment américains, montrent que, avant même la question du coût et du résultat, les justiciables sont sensibles à la loyauté de la procédure, à la manière dont ils sont traités par l'institution, l'écoute, la possibilité de pouvoir faire valoir son point de vue. Et au fond, les justiciables ont une relation ambivalente à l'égard de l'institution de la justice. Alors, s'ils identifient unanimement la justice comme une condition du vivre ensemble et si l'autorité de la justice est globalement reconnue et acceptée, il y a quand même cette idée d'une représentation surplombante de la justice qui ressort des travaux avec une certaine crainte tirée de la méconnaissance qu'ont les justiciables du système et de l'incertitude quant à l'issue de leur procès. Et au fond, ils ont parfois des ressentis contradictoires vis-à-vis de la justice. Les travaux sur lesquels on s'est appuyé montrent aussi qu'il y a plusieurs types de justiciables qui peuvent être identifiés dans leur rapport au droit. Il y a les personnes qui sont défiantes, qui sont défiantes vis-à-vis du système judiciaire, qui s'en méfient. Il y a celles qui se perçoivent comme étant illégitimes, au sens où elles expriment une relative confiance dans le système, mais elles ne se sentent pas compétentes pour se prononcer. Il y a les personnes qui sont confiantes, mais distantes et se déclarent satisfaire du système tout en souhaitant ne pas y avoir, espérant ne pas y avoir à faire, en se tenant à distance le plus longtemps possible. Les personnes qui sont légitimistes et qui éprouvent une grande confiance et satisfaction. Et puis, ce qu'on a noté et ce que je trouve remarquable et ce que je voulais livrer ce matin, c'est dans le rapport d'inspection, vous avez souligné une cinquième catégorie de justiciables, ceux qui n'expriment aucune demande à l'égard de la justice, ce qui est encore plus inquiétant. Ils y ont renoncé, ils n'y croient plus et peut-être n'y ont-ils jamais cru. Et dans cette catégorie, les très pauvres, les migrants, ces étrangers qui sont absolus, qui comprennent même pas notre langue, et puis certaines femmes. Et donc je trouve qu'au fond, cette catégorie-là mériterait certainement d'approfondir des travaux de recherche, ceux qui, au fond, n'ont plus d'attente vis-à-vis du système. Alors très rapidement, parce que je sais que le temps est très compté, on a formulé au-delà de ces constats des propositions dans l'étude, une dizaine de propositions qui sont un peu comme un discours de la méthode en fait. C'est pas du tout, on a 3 axes de propositions. Un axe qui consiste à dire qu'il faut rapprocher la sphère publique des usagers, un deuxième dans lequel on dit qu'il faut être plus pragmatique et un troisième dans lequel on dit qu'il faut développer une confiance. Quelques illustrations du premier axe sur l'idée de rapprocher, comment on rapproche les services publics des usagers. D'abord, avec un langage compréhensible de tous. Je vous donne un exemple. Dans nos auditions, on a rencontré l'équipe du tribunal judiciaire de Lyon qui nous a expliqué avoir fait tout un travail de terrain hyper intéressant avec des usagers et avec des lecteurs du Progrès, qui est le journal lyonnais, qui étaient très négatifs
sur la justice, et donc au départ. Et donc l'équipe était quand même très surprise en disant mais attendez, on a mis en place un bureau d'aide aux victimes qui est directement visible dans le hall du palais. Enfin, on est très attentif. Et en fait, les lecteurs leur ont dit mais pas du tout, ça n'existe pas ce bureau d'aide aux victimes. Et le président a réalisé qu'en effet, visuellement dans l'espace public du tribunal, le bureau d'aide aux victimes n'existait pas puisqu'il y avait un BAV partout, BAV, et que ce BAV, effectivement, il n'est pas terrible, mais du coup, effectivement, il était illisible pour les usagers et usagères du service public de la justice. Et donc, ce retour des usagers, évidemment, change la façon d'accueillir. Je dois conclure. Alors, du coup, je conclus en vous disant donc que l'étude, j'avais plein d'autres exemples à vous donner dans la discussion. En vous disant que l'étude n'a pas travaillé sur la question du genre, à proprement parler, mais qu'elle identifie un certain nombre de pistes pour améliorer les réponses qu'on peut donner aux usagers et aux usagères, et notamment à ceux qui ont un regard déficient ou négatif sur l'institution ou ne portent plus de regard sur l'institution. Et je trouve que il faut qu'on puisse dans ces belles pratiques qu'on trouve partout sur le territoire national. Merci bien. Comme ça va inciter tout le monde à aller lire le rapport du Conseil d'État. Barbara Thomas-David, donc vous êtes notaire et je dois dire que bien que vous soyez la fondatrice de cette association Notaires au féminin, on vous a demandé aujourd'hui d'intervenir sur cet atelier, non pas sur la promotion de l'égalité femmes-hommes au sein du notariat, mais plutôt sur les pratiques professionnelles que vous pouvez mettre en place pour favoriser l'égalité femmes-hommes. Et dans les exemples que vous m'avez cités, j'ai trouvé que c'était vraiment tout à fait passionnant et démonstratif. Merci, vous avez la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci de cette belle invitation d'aujourd'hui. Donc moi, je suis Barbara Thomas-David, je suis notaire depuis 25 ans. Alors, pour bien comprendre la problématique et la question qui est posée, il faut faire un petit retour historique sur le paysage notarial en général. Les notaires, en 1965, il n'y avait pas de femmes. En 2000, 14% de femmes notaires. Et aujourd'hui, je crois que c'est en 2020 qu'on a passé le cap des 50% de femmes notaires. Donc aujourd'hui, on est 54% de femmes notaires. Et vous voyez, il a fallu une génération. Donc finalement, cette profession qui était celle du droit la moins féminisée s'est féminisée relativement rapidement. En une génération, on est passé de 14 à 50%. Et on l'a fait de façon naturelle, c'est-à-dire sans effet de quota. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Mais pour en venir au sujet du jour qui nous occupe, c'est que cette féminisation de la profession, si elle est arrivée dans les études, bien évidemment, en termes de notaires associés, ce n'est pas encore complètement gagné. Et puis, il y a des problématiques de gouvernance, c'est-à-dire que la gouvernance reste encore souvent des problématiques, des sujets d'hommes. Donc, tout ça pour vous dire que sur le justiciable, eh bien, il y a une image encore extrêmement masculine de la profession. Et ça, moi, je m'occupe de la communication des notaires depuis maintenant plus de 20 ans. On s'aperçoit que les choses ont très, très peu évolué en termes d'image. C'est-à-dire que vous faisiez un micro-trottoir il y a 20 ans et vous en refaites un maintenant, vous demandez à des Français, c'est quoi un notaire et c'est qui? Eh bien, un notaire, c'est un homme qui a un peu plus de 50 ans, qui n'est pas forcément au fait de tous les enjeux digitaux. Je vois des sourires parce que tout le monde voilà l'image du notaire en 20 ans. Et je peux vous dire qu'on a essayé à la communication de féminiser cette image et au-delà de la féminisation, de la démocratiser pour que justement les justiciables passent plus facilement la porte de nos études. Et je vais venir sur le sujet qui nous occupe immédiatement après. Mais le poncif est là, le poncif à la dent dure. Un notaire, c'est un homme de plus de 50 ans, mais surtout, et c'est là où c'est encore plus embêtant, c'est que c'est un homme qui est relativement
inaccessible, qui est dans son bureau et qui ne communique peu et qui communique malheureusement encore moins avec des femmes. Malheureusement, c'est un sujet qui est faux. Il y a une autre poncif, c'est que dans l'absolu, dans l'inconscient collectif des Français, on n'aime pas forcément énormément son notaire. On n'aime pas forcément le notaire, l'image qu'il véhicule. On aime son notaire, parce qu'une fois qu'on est allé le voir, on comprend que c'est un magistrat de l'amiable qui est proche de ses concitoyens. Il faut savoir qu'on a maintenant, grâce à notre maillage territorial, on a plus de points d'accès au droit grâce au notaire France entière que de bureaux de poste. Donc, vous voyez, on a vraiment un maillage territorial extraordinaire, un accès au droit extraordinaire, et pourtant, il y a toujours ce poncif qui perdure malgré les actions de communication que l'on fait dans nos chambres et également au Conseil supérieur du notariat. Donc là, voilà, ça c'est le paysage que je voulais vous brosser un petit peu. Donc à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que les justiciables en général et les femmes en particulier passent plus facilement la porte des études de notaire? Donc, il faut bien comprendre le rôle du notaire. Souvent, quand on nous parle de nos différents rôles, on explique qu'on s'occupe beaucoup de la gestion du patrimoine des Français. Et on dit souvent que la clé d'une bonne gestion de patrimoine des Français, c'est une gestion de patrimoine qui se commence tôt. Plus vous commencez tôt votre gestion de patrimoine, plus fiscalement et civilement, vous allez avoir une gestion de patrimoine facilitée. Eh bien, je dirais que pour l'égalité homme-femme, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qu'on dit aux femmes. Si vous voulez concourir à une bonne égalité financière et économique, il faut commencer et avoir les bons réflexes tôt. Il y a un exemple tout simple, c'est l'argent de poche. Il y a une étude qui est parue, vous avez dû tous l'entendre à l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars dernier. L'argent de poche, les femmes, allez savoir pourquoi les petites filles, en 2024, ont moins d'argent de poche que les hommes. Mais pas un peu, beaucoup moins. Alors que maintenant, les femmes concourent à cette égalité, élèvent leurs petites filles comme leurs petits garçons. Eh bien, l'argent de poche, autrement dit, ce qui va concourir petit à petit à l'indépendance économique des femmes, eh bien, dès le départ, il y en a moins chez les femmes que chez les hommes. Donc, c'est assez incroyable. Et alors, ça perdure comme ça, tout le temps, jusqu'à la retraite, où vous apercevez que les droits à la retraite, et on en parlait tout à l'heure, c'est un catalyseur de tout ce qui s'est mal passé dans la vie d'une femme. Parce qu'une femme qui passe à la retraite, eh bien, elle a eu des trous dans sa raquette de vie professionnelle, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ce qui fait qu'à la fin, comme au début, eh bien, elle se retrouve dans une situation d'inégalité. Donc ça, c'est un peu les choses que je voulais vous dresser. Alors le notaire dans tout cela, le notaire, comme je disais tout à l'heure, c'est un magistrat de l'amiable et il est là pour anticiper les choses. Pourquoi? Parce que on intervient généralement à tous les moments clés d'une vie, c'est-à-dire au moment d'un mariage, au moment d'un PACS, au moment d'une acquisition immobilière, au moment où on va créer son entreprise. Donc, au moment où on hérite, j'entendais tout à l'heure à la CNAV, on appelle les femmes parce que les femmes, lorsqu'elles héritent de leur père, de leur mari, de leur frère, etc., c'est pas forcément elles qui vont appeler le notaire, qui vont appeler les différents organismes pour concourir à cette indépendance économique. Donc, le but du notariat en général et à notre petit niveau, parce qu'on a créé, on est finalement une des associations du chiffre et du droit la plus récente, puisque Notaire au féminin, on l'a créé au début du Covid en 2020. Le but de l'association, c'est de dire passez la porte, mesdames, passez la porte d'une étude de notaire. Vous allez voir, il y a plus de 50% de femmes qui vont vous écouter et qui vont vous donner les clés, du début à la fin de l'anticipation qui va concourir à votre indépendance économique. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu la loi Rix qui est intervenue il y a 2 ans parce que le salaire des femmes n'était pas versé sur le compte commun, ni sur le compte propre de madame, mais sur le compte propre de monsieur. Il y avait 20% des salaires de femmes qui n'étaient je parle de 2023, qui n'étaient pas versés sur le salaire d'une femme. Autrement dit, il y a des vrais sujets patrimoniaux et c'est vraiment notre cœur de métier, nous notaires.
voilà, et on essaye de communiquer pour que les femmes viennent à tous les moments clés de leur vie, et ça commence je dirais, dès le premier job, dès le premier moment où on va concourir à cette indépendance économique. Ça commence à ce niveau-là. Je voulais terminer pour dire que tout ça, c'est en plus de ça, c'est transgénérationnel et c'est trans-catégories socio-professionnelles. Puisque j'ai fait une conférence à l'ESCP, donc des femmes qui ont toutes bien réussi, qui ont su prendre leur carrière en main et qui me disaient, vous savez, moi, ma carrière super réussie, mais alors au niveau patrimonial perso, bah, je suis un peu nulle parce que bah, mon bien immobilier, il est au nom de mon mari. Le patrimoine financier, c'est au nom de mon mari. J'ai ma boîte et puis je ne sais pas s'il n'y en a pas un bout qui est pas forcément au nom de mon mari aussi. Donc, tout ça pour vous dire que d'une catégorie sociale peu aisée à des catégories sociales plus aisées, eh bien, il y a encore des problématiques d'égalité dans notre pays. Donc voilà, et donc si nous, à notre niveau, on peut concourir, et merci de cette invitation, parce que de plus en plus, on invite des notaires. Avant, on n'invitait pas de notaires. On invite des notaires pour justement qu'on puisse expliquer tous ces sujets. Je pourrais vous donner plein d'exemples d'inégalités économiques et financières, et encore une fois, qui ont pour conséquence que la femme est moins, et dans ses actions quotidiennes, est moins libre que l'homme. Je pourrais vous donner tout un tas d'exemples, mais voilà. Donc, si on a aujourd'hui un message à véhiculer, c'est oui, la profession de notaire s'est beaucoup féminisée et démocratisée, et on est à l'écoute de toutes ces femmes pour justement concourir à leur indépendance économique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Delphine, donc je te redonne la parole là, sur un petit peu voir sur la construction du litige et cette approche genrée, quels sont les sujets qui intéressent les professionnels. Oui, merci Valérie. Alors merci de ces interventions, parce que donc nous avons fait le choix lors de cette journée d'inviter des personnes différentes des ateliers précédents. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on y trouve les mêmes sujets. Donc, c'est assez rassurant en réalité. Ça va en plus m'économiser beaucoup de temps de parole, ce qui nous permettra d'avoir plus de temps de parole avec la salle. Je voulais juste rebondir un instant sur la question des notaires, parce qu'on avait invité le professeur Delmas lors de notre session, qui avait beaucoup parlé justement de cette profession, de sa féminisation, etc. Vous en trouverez quelques exemples dans le petit rapport que vous avez, mais surtout, je vous renvoie à ces travaux qui sont tout à fait passionnants sur ce que vous venez de dire. Et deuxième petite chose sur les notaires, j'invite aussi tous ceux qui ne l'ont pas encore lu à lire Le genre du capital de Céline Bessière et Sylvie Golec, qui en plus existe en BD et qui est un contre-exemple, enfin, comment dirais-je, qui est le socle de l'intérêt de ce que vous faites pour favoriser l'égalité entre les petites filles et les petits garçons jusqu'à la retraite. Et je vais augmenter ma fille dès ce soir. Alors, donc, je voulais juste donner 3 idées sur ce que le groupe a promu sur des travaux qu'il serait souhaitable de promouvoir dès à présent sur la question du parcours des justiciables. Première comment dirais-je, grand axe de réflexion, c'est la question de la conception de la justice et l'image de l'institution. Donc, merci Madame Villiers, parce que je n'ai pas du tout besoin de reparler ni du magnifique travail de l'Inspection générale de la justice, ni des autres travaux dans cette direction. Peut-être juste un tout petit point pour rappeler le travail dirigé par Cécile Vigour, qui nous a été présenté par Laurence Dumoulin à l'atelier, et qui montre, qui n'est pas non plus un travail orienté sur la question du genre, mais qui montre que les attentes et les positions des femmes et des hommes vis-à-vis de la justice est différente. Et cette position, elle est différente pour des raisons qu'on n'explique pas encore, et aussi pour des raisons qu'avait soulevé l'Inspection générale de la justice, c'est la question de
la précarité, la situation économique. Et moi, j'avais trouvé très intéressante ce que disait le rapport de l'inspection sur les gens qui se sentent écrasés par l'institution. Et sur le non-recours ou la distance vis-à-vis de l'institution, on est aussi tous et toutes, je crois, interpellés par les positions, les interpellations féministes à l'encontre de la justice, qui sont tenues, alors pour le coup, par des femmes qui ont plus de pouvoir, mais enfin qui interpellent quand même la justice en disant « mais qu'est-ce que vous faites pour nous ?» dans le cas des violences sexuelles et sexistes, mais ça se dupliquerait sur d'autres cas. Donc, sur la question des travaux à creuser sur la conception de la justice, l'image de l'institution, une approche genrée de cette question. Donc, le groupe a vraiment souhaité promouvoir ces travaux-là. Et dans ce groupe était présent quelqu'un qui regrette de ne pas être avec nous aujourd'hui, qui est Pascal Chevalier, et qui dirige le service statistique du ministère, et qui a évoqué à cette occasion, donc j'en fais un petit peu de pub à sa place, l'enquête qui va être conduite l'an prochain auprès d'un échantillon représentatif de population, et qui va traiter justement de cette question et qui permettra bien sûr des traitements statistiques hommes-femmes sur l'approche de la vision de la justice, donc sur une approche assez large, et puis le recours à la justice, avec cette problématique très intrigante qui est qu'est-ce qu'est le recours à la justice. Dans un certain nombre de cas, c'est un recours volontaire, et Aude Lejeune nous en a parlé, donc qui peut être plus ou moins entravé. Dans un autre cas, c'est un recours un petit peu contraint. On pense bien entendu à la justice pénale. Et ça me fait une transition idéale pour dire que le deuxième grand axe de recherche qui a été promu, c'est de connaître les justiciables. Alors, en matière de justice pénale, on a plein de travaux très intéressants qui nous permettent de connaître les justiciables. Et notamment, il y a un très bon infostat de la justice avec un super graphique que je ne vais pas vous présenter là parce que ça nous prendra du temps, mais que vous avez dans le rapport qui montre effectivement que la justice pénale, c'est une justice où il y a des hommes surtout qui sont des justiciables, je parle des auteurs, et qui montre que la justice pénale, il y a vraiment un tri, alors pour le coup, entre les hommes et les femmes au fur et à mesure de ce qu'on appelle la chaîne pénale. Donc ça, c'est très intéressant et on a plein de données là-dessus. Alors en matière de justice civile, c'est le trou noir, hein. Nous n'avons que très peu de données, et j'ai appris avec grand intérêt ce que disait Madame Lejeune sur le fait que la directe non plus n'a pas de données. En fait, on ne sait pas en matière civile qui sont nos justiciables par une donnée aussi basique que est-ce que ce sont des hommes ou des femmes. Et je crois que la justice administrative, que je vois hocher la tête, a également fort peu de données sur cette question. Donc là, un pan incroyable de travaux s'ouvrent à nous, qui sont tout simplement de cocher la case dans nos logiciels métiers. Voilà. Troisième angle, et j'en finirai là, un focus sur la déjudiciarisation. Donc, extraordinairement intéressant aussi ce que vous avez dit, Madame Lejeune, sur la question de la déjudiciarisation. Un sujet tout à fait à creuser. Ce thème de la déjudiciarisation, puisque c'est une tendance de fond de la justice pour des questions essentiellement de moyens, ne nous voilons pas la face, mais qui repose des questions sur l'accès à ces modalités alternatives de règlement des différends. On n'a que quelques travaux sur ce sujet, en particulier en matière familiale, qui sont des travaux qui doivent vraiment nous alerter sur un rapport très différent des hommes et des femmes à ces modes alternatifs de règlement des différends. Je pense aux travaux de Valérie Boussard et Ornella Mato qui nous ont été présentés à l'atelier, qui montrent que les femmes en fait renoncent à un certain nombre de choses pour des questions liées au pouvoir différentiel qu'elles avaient avec leur ancien conjoint, pour des questions de pacifier plutôt la relation plutôt que de gagner à tout prix des points dans cette discussion. Et donc, le sujet de la justice amiable est un sujet également qui a attiré l'attention de l'atelier. Merci beaucoup, Delphine. Effectivement, sur les modes amiables, on a une alerte un petit peu là, et un point d'attention qui est assez récent, en tout cas à ma connaissance, et qu'il va falloir garder en tête. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, de questions? Quand vous prenez le micro, merci de bien le caler contre le menton, comme ça, il ne bouge pas et on entend bien. Bonjour, est-ce que ça va? Andrea Grevintila, je suis psychologue sociale universitaire à l'Université Paris-Nanterre. Je voulais remercier infiniment Madame Rambourg et Madame Villiers pour avoir cité la question des stéréotypes et la psychologie sociale, qui est une des grandes absentes de ces recherches-là.
J'aurais une question pour Madame Villiers, parce que vous avez dit que certaines femmes n'ont pas confiance, enfin n'ont même pas d'attente envers la justice. C'est une donnée que nous retrouvons également, notamment, enfin moi je travaille beaucoup sur la question des violences faites aux femmes en tant que mères, notamment. Et ce que nous constatons, c'est que les femmes, en tant que mères, lorsqu'elles déposent, elles signalent les violences, elles trouvent que la justice se retourne contre eux. Donc c'est un mécanisme qui est traité par une chercheuse qui s'appelle Jennifer Freyd sous le nom de institutional betrayal, de trahison institutionnelle. Ce qui conduit ces femmes, ces sœurs, à un sentiment de mépris et qui explique le désengagement total d'attente envers la justice, et ce qui explique que dans ce groupe-là, on a parfois des comportements qui sont proches du complotisme, c'est-à-dire d'expatriation, de fuite à l'étranger, avec ou sans les enfants, souvent avec les enfants selon, enfin, leur argument, c'est de protéger les enfants. Et ma question, c'était est-ce que vous avez dans certaines femmes, est-ce que vous identifiez aussi ce groupe-là, ou vous n'avez pas du tout essayé de chercher là-dessus? Et ce qui me semble important, c'est de dire aussi que chez les personnes qui ont un avis négatif sur la justice en tant que psychologue social, ce qu'on entend aussi, c'est qu'elles comptent, c'est du même ordre que la colère, c'est-à-dire qu'on compte quand même sur la justice, sur celui envers le ou celle envers laquelle on éprouve de la colère ou des sentiments négatifs, on compte quand même sur cette personne ou cette institution pour qu'elle change de comportement envers nous. Eh bien, est-ce que vous voulez qu'on prenne peut-être d'abord plusieurs questions? Je vous laisse noter pour celles qui sont interpellées. Et Madame, si vous voulez bien vous présenter, tenir le micro bien proche. Bonjour, Aline Esesquel, directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques. J'ai une question pour Aude Lejeune, si c'est possible. Le titre de la présentation d'Aude Lejeune était un petit peu ambigu. Je me demandais, alors il y a eu des éléments qui ont été donnés dans la présentation sur les motifs de consultation, donc qui semblent être sensiblement différents entre les hommes et les femmes. Mais au-delà de ça, est-ce que les inégalités de genre en soi sont un motif de consultation ? Oui, bonjour, Anne Dubost, je suis magistrate détachée à l'école de la magistrature. J'avais une question également pour Aude Lejeune. En l'écoutant, je me posais deux questions. Alors, une à laquelle elle pourra peut-être répondre, l'autre sans doute pas. C'était plus une question réflexion. La première, plus concrète, est-ce que, comme la conciliation est un préalable obligatoire devant le Conseil de prud'homme, est-ce que les conciliations fonctionnent mieux quand les justiciables sont des femmes que quand les justiciables sont des hommes, avec la question de la femme qui peut être du côté salarié ou du côté employeur. On peut avoir l'un ou l'autre. Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Et l'autre question était, est-ce que la médiation qui devient de plus en plus le principe dans la justice, comme Madame Chauffour vient de le dire, pourrait être perçue également comme une conséquence ou en lien avec la féminisation du corps et des professions juridiques et judiciaires. Merci. Merci bien, Madame. Je vous propose donc de commencer par donner la parole à Aude Lejeune, qui est à distance. C'est un petit peu plus compliqué sur les deux questions qui ont été mentionnées. Vous les avez bien entendues? Je peux vous donner la parole? Très bien, je vous donne la parole. Donc, sur la question, est-ce que les inégalités de genre au travail font l'objet de consultations et de revendications? Ce qui est intéressant, c'est que il y a des formes d'inégalité qui font l'objet explicitement de revendications et de consultations, mais aussi la consultation peut permettre d'identifier des inégalités qui n'étaient pas forcément perçues comme des inégalités de genre au départ. J'ai par exemple des salariés qui
se rendent compte qu'elles ne gagnent pas toutes la même chose et c'est finalement grâce au recours à un syndicat qu'elles vont traiter ça comme une discrimination salariale et commencer à mener une enquête auprès de tous les salariés et salariées de l'entreprise et pouvoir avoir des chiffres et donc finalement à prendre conscience qu'il s'agit d'une inégalité de genre qui n'était pas du tout au départ cadrée comme telle. Donc la consultation est aussi un lieu, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être un lieu de politisation du conflit, puisque donc, dans le cas que je présentais, par exemple, Roselyne Lebrun, qui au départ est très peu revendicative, finit par être beaucoup plus assertive et dire qu'elle a été victime d'une entourloupe de la part de son employeuse qui essaie de la voir, etc. Donc ça peut être un vecteur de politisation et ça peut aussi être un vecteur justement de prise de conscience d'inégalité de genre sur le marché du travail. Sur la conciliation, il y a donc les statistiques sont assez, même si je pense que le Conseil des prud'hommes est une institution dans laquelle les statistiques sont beaucoup plus présentes et développées que dans d'autres juridictions, puisqu'il y a des chiffres sur les femmes, sur les sections, et donc on peut savoir qui est cadre et qui n'est pas cadre, donc dans lesquelles sont traitées les affaires. Il y a peu de données sur le succès ou l'échec des conciliations. Et moi, mes enquêtes n'ont pas permis, mais donc elles sont qualitatives, d'observer des variations sur les taux d'échec ou qui seraient variables selon le genre des parties. Donc, je ne sais pas, mais ça pourrait être une piste, en effet, qui serait intéressante à développer. Merci bien. Mélanie Villiers, sur la première question. Merci de cette question. Alors, à proprement parler, on n'a pas creusé finement qui étaient ces justiciables, etc. Et en vérité, je pense que c'est plutôt Sonia Jamie Wagner qui saurait mieux répondre puisqu'elle a peut-être davantage creusé. Nous, la façon dont on s'est interrogé, c'est comment on écoute, en fait. Comment on écoute mieux. Parce qu'au fond, ce que vous dites, c'est voilà, qu'il y a du rejet parce qu'on n'écoute peut-être pas assez. Donc, comment on écoute mieux et en fait, on écoute en vérité peut-être trop peu. C'est-à-dire qu'on ne prend pas suffisamment de temps dans nos vies professionnelles pour faire un pas de côté et se dire qu'est-ce que nos usagers ont à nous dire, indépendamment de la consultation juridique ou du temps de présence dans un cabinet magistrat, etc., ou en audience. Et en fait, comment on prend ce temps de l'écoute et on a eu une illustration que j'évoquais tout à l'heure du tribunal judiciaire de Lyon qui a mené cette enquête en s'appuyant sur des étudiants, sur voilà, tout l'ensemble de la communauté juridique auprès des usagers du tribunal qui, à l'appui de cette enquête, a constitué un comité d'usagers en s'appuyant sur les premiers râleurs qu'il avait rencontrés notamment dans ce dialogue avec les lecteurs du Progrès. Nous, ça nous a beaucoup inspiré côté justice administrative. Ça fait partie des recommandations qu'on s'est données à nous-mêmes parce qu'il faut autant nettoyer devant notre porte quand on fait des recommandations. Donc, on s'est nous dit qu'il fallait qu'on ait aussi ce travail d'écoute citoyen finalement. Donc, il y a un travail qui est en cours d'élaboration d'une plateforme avec l'idée d'adresser un questionnaire à toute personne qui saisit la justice administrative, donc dans les outils télérecours, hein, quand vous faites votre requête. Et donc, quand à l'issue de la décision rendue, d'adresser un questionnaire aux justiciables, qui soit finalement la partie ayant obtenu gain de cause ou n'ayant pas obtenu gain de cause, pour avoir un retour sur le déroulé en fait de la procédure dans toutes ces étapes. Et ça, ce temps d'écoute, en fait, il est peut-être trop rare et peut-être à développer davantage. Et puis ensuite, c'est comment on répond très concrètement aux insatisfactions et à ces silos que j'évoquais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'évoquais la question des VSS et le fait qu'on suit souvent les choses, les dossiers par les procédures dans le champ judiciaire. Et là, on a eu des échanges avec des magistrats de Bobigny qui nous ont dit combien ils étaient freinés par l'outil informatique et combien ils voulaient, à l'appui avec l'aide des assistants de justice, finalement,
débrider un peu un outil qui ne fonctionne pas en se disant, bah voilà, les assistants vont nous aider à suivre les situations à travers les personnes et à passer les informations qui concernent parfois les mêmes personnes. Donc, en fait, que l'humain, d'une certaine manière, à défaut de l'informatique qui ne répond pas forcément aux besoins, nous permettent de refaire du lien. Voilà, donc au fond, on s'est beaucoup, nous, plus intéressés sur comment on écoute et comment on répond à la satisfaction. Et dans le prolongement de ce que vous dites, il faut quand même rappeler l'initiative de Gwenola Joly et Éric Corbeau, les chefs de la Cour d'appel de Poitiers, qui justement sur la question des violences sexuelles et sexistes ont regroupé, ce qui est tout à fait nouveau chez nous dans la magistrature judiciaire, à travers une personne, tous les contentieux, qu'ils soient au pénal, au familial, au civil. Et ça, c'est. Alors évidemment, il faut toute l'énergie de ces deux personnalités et leur complicité pour arriver à un tel résultat. Mais on voit bien que cet aspect de silo peut quand même être surmonté. C'est qu'on a observé que dans certains contentieux, alors je parle de contentieux administratifs, hein, mais notamment dans tous les contentieux qui ont trait aux prestations sociales, il y avait un défaut de recours à l'aide juridictionnelle et donc un défaut d'accompagnement. Et ça, c'est un champ d'investigation énorme. Parce que quand on est précaire, qu'on est confronté à des difficultés, des systèmes administratifs, si on n'a pas l'accompagnement, eh ben on est encore plus isolé. Et donc ça nourrit le type de réaction que vous évoquez. Merci bien à toutes et à tous. On fait juste 15 minutes de pause et on redémarre sur notre dernière table ronde de l'après-midi, de la matinée. Merci.